En fait, j'ai fait ma carrière universitaire à Paris 2 Panthéon et à Paris 12 Gustave Eiffel. Et j'ai servi, après avoir servi une quinzaine d'années dans des universités subsahariennes. Donc mon centre d'intérêt a toujours été l'économie du développement et l'économie internationale. Et depuis toute cette carrière, j'ai eu à opérer dans à peu près 80 pays. Et depuis 1990, je me rends à peu près 2 fois par an en Chine. Et j'ai vu à ce moment-là le formidable bouleversement de ce pays et l'état de sidération dans lequel nous plonge le développement de ce pays au cours des 30 années où j'ai pu le fréquenter. Bien, normalement, lorsqu'on parle de les routes de la soie, on envisage essentiellement ce lien par la voie ferrée qui relie la Chine à l'Europe. Et on voit dans ce processus un moyen d'exporter les produits chinois. Or, sur ces deux points, c'est certainement une mauvaise interprétation, puisque pour les exportations, il y avait déjà des chemins qui étaient bien établis et qui permettaient à la Chine d'exporter comme elle voulait. Et pour ce qui est de ce lien ferroviaire, si on cumule l'ensemble des échanges qui se réalisent pendant une année entière, ça ne suffit pas pour remplir 3 porte-conteneurs avec les marchandises échangées. Donc c'est presque anecdotique. L'essentiel des routes de la soie est ailleurs. La Chine a profité d'une double circonstance. D'abord, au niveau international, l'ensemble du monde s'est montré assez inattentif. Les puissances dominantes se sont très largement désengagées. La France et l'Angleterre n'avaient plus les moyens de financer le développement africain. Les États-Unis se sont désintéressés de leur arrière-cour en Amérique latine une fois que le danger soviétique était écarté. Les Soviétiques, les Russes eux-mêmes, ont perdu le contrôle de leur périphérie à la suite de l'implosion du système soviétique. Et récemment, même les pays du Proche-Orient pétrolier ont perdu leur intérêt stratégique pour l'Occident du fait de l'exploitation des gisements de schiste en pétrole et en gaz. Donc cela a ouvert des portes à la Chine qui jusque-là n'avait que les États voyous ou les pays mis à l'index pour essayer de trouver des matières premières. Et la Chine, évidemment, a profité de cette opportunité et de cette inattention de l'Occident. Mais il y a un deuxième élément, c'est que depuis l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, au début des années 2000, la Chine a accumulé de formidables excédents dans son commerce fait avec les États-Unis d'une part et avec l'Europe. Pensons que aujourd'hui, le déficit avec les États-Unis cumule 1 milliard de dollars par jour. Donc c'est des sommes considérables et ça a permis à la Chine d'accumuler jusqu'à 4 000 milliards de dollars pour financer son expansion. Donc ce sentiment de victoire incontestable sur le bloc soviétique a placé l'Occident dans une sorte d'insouciance qui a accentué ses certitudes, mais en le mettant en défaut d'anticipation. Oui, tout à fait, parce que la genèse en fait se situe dans la crise des subprimes en 2008. À ce moment-là, la Chine s'aperçoit que toute sa stratégie qui est basée sur les exportations n'est pas une assurance, puisque en 2008, le marché international s'effondre et que la Chine se trouve en crise. Donc elle réagit par 3 éléments. Le premier élément, ça va être une politique keynésienne, c'est-à-dire une politique de soutien
à l'activité économique et par le développement d'infrastructures colossales à travers le pays. Et cela va lui donner une expérience absolument particulière cette expertise qui pourra être déployée à travers le monde entier. Le deuxième élément, c'était de restructurer son marché intérieur pour réorienter son économie. Mais il y avait une difficulté, c'est que 45% des revenus sont épargnés. Donc ce taux d'épargne est complètement fou, et il y a une nécessité pour la Chine de réduire ce taux d'épargne, donc de faire à ce moment-là une politique à la fois de retraite et de sécurité sociale pour élargir ce marché. Mais il y a un deuxième talon d'Achille sur ce marché intérieur chinois. C'est qu'en fait, sur le terrain intérieur, il n'y a pas suffisamment de ressources minières ou énergétiques. Il faut donc absolument en trouver à travers le monde. Et ça va être le lancement de ces routes de la soie qui vont permettre à ce moment-là de fortifier, d'organiser ce drainage des matières premières et énergétiques vers la Chine avec un système de financement en proposant des infrastructures dont la Chine aura l'expertise et en pouvant les financer. Donc elle va mettre à ce moment-là à la disposition des pays chemins de fer, routes, ports en eau profonde, gazéoducs, oléoducs, et moyens financiers acquis depuis l'entrée à l'OMC, plus expérience acquise après 2008, permettent d'offrir à ce moment-là sans condition son aide, mais en gardant le contrôle et avec une garantie que si jamais l'État est défaillant dans les remboursements, il y a une préemption des matières premières pour des livraisons en Chine. Oui, et ce fut une autre surprise. Les routes de la soie se déploient comme une immense toile arachnéenne sur l'ensemble du globe. Et il existe en fait 3 espèces de cercles. Un premier cercle qui concerne les marges frontalières, un deuxième cercle qui concerne l'historique, en fait, la voie ferrée et la voie maritime liant la Chine à l'Europe, et un troisième qui embrasse les continents, comme l'Afrique noire, comme l'Amérique du Sud, et même comme le pôle Nord par les routes maritimes. Et donc, il y a là une véritable incidence géostratégique, et il y a en même temps une répercussion. D'habitude, lorsque une puissance émerge, elle renforce d'abord son positionnement intérieur, et quand elle est suffisamment puissante, elle se déploie à l'extérieur. Or, il s'est passé un phénomène exactement contraire pour la Chine, c'est ce déploiement des routes de la soie qui a permis de renforcer la puissance chinoise et d'émerger maintenant comme un concurrent de la puissance américaine. Et alors, on comprend que la réaction de Donald Trump comme de Joe Biden, c'est de ce point de vue la même chose, car en fait, ils ont été surpris de cette émergence subite, un peu conséquence de leur inattention, et l'Europe finalement se trouve avec beaucoup d'inquiétude entre ces deux géants, puisque le monde apparaît soudainement sino-américanisé. Alors, c'est donc à la fois un mécanisme de déploiement de ces routes qu'offre cet ouvrage, mais aussi sa contextualisation, tant intérieure qu'internationale, en fournissant des ancrages historiques et conceptuels qui sont indispensables pour chercher à comprendre et analyser ce qui est apparu au départ comme un simple gadget.